L'entreprise Toupneau, fondée en 1932 à Lourdes, a longtemps été une institution locale et internationale, reconnue pour sa production de conserves de viande, notamment le corned beef. Restée dans la famille Toupneau pendant 83 ans, elle produisait jusqu'à 15 000 tonnes de conserves par an, se positionnant comme le troisième producteur mondial de corned beef. Cependant, après le départ à la retraite de son ancien PDG Pierre Franco en 2012, l'entreprise a connu des moments difficiles. En 2015, elle a été vendue au groupe Cofigeo, qui a également acquis William Saurin en 2018, devenant ainsi un acteur majeur du marché des plats cuisinés. Malheureusement, en janvier 2019, un incendie a ravagé l'usine de Lourdes, ce qui a marqué le début d'une période sombre pour Toupneau. Malgré les efforts des salariés pour relancer l'activité, le plan de sauvegarde de l'emploi a été rejeté, entraînant la suppression de tous les postes et la cessation totale de l'activité sur le site. Les salariés ont continué à se battre pour obtenir réparation et pour que les sommes d'assurance reçues par Cofigeo soient réinvesties dans le territoire local. Cette lutte souligne l'importance de Toupneau dans le tissu économique et social de Lourdes et la nécessité de préserver l'emploi et le savoir-faire industriel local. Au micro de Gérard Mériot, Pierre Franco, l'ancien PDG, le dernier de la saga familiale, estime que la reconstruction de l'usine était envisageable et dit avoir été trahi par son successeur. Pierre Franco, vous quittez l'entreprise Toupneau en 2012. Est-ce qu'à ce moment-là, la société connaissait des difficultés? Oui, je suis parti le 31/12/2012. Non, pas du tout. L'entreprise avait fait son plus grand chiffre d'affaires, qui était de 30 millions d'euros, avec un résultat positif qui était correct. Donc aucune difficulté, les clients étaient là. Alors pourquoi avoir et comment choisir Rémi Arnaud de Sartre comme successeur? Ouais, bon, alors j'ai mis le loup dans la bergerie, effectivement, sans le vouloir, parce que Rémi Arnaud de Sartre travaillait chez KPMG, donc il était commissaire aux comptes de l'entreprise qu'il connaissait bien. Il était jeune, sympathique, souriant, il aimait les Pyrénées, comme moi j'aime les Pyrénées. Et il connaissait l'agriculture, d'après ce qu'il m'avait dit, je le croyais, je l'ai cru, et c'était vrai, et l'exportation. Donc pour moi, Rémi cochait toutes les cases, et je me suis dit, ben pourquoi pas, j'avais 65 ans, et je dis, bon, pourquoi pas, j'ai une possibilité, d'autant plus que je n'avais pas de successeur, et j'aurais pu continuer dans l'entreprise jusqu'à 80 ans. Donc cette possibilité, je l'ai saisie. Alors en 2013, un article de presse vantant les mérites de Rémi Arnaud de Sartre vous a fait bondir. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tout simplement, monsieur de Sartre a obtenu, apparemment tout seul, un prix des mains de monsieur de Montebourg, et il a tout simplement omis de citer tous les gens qui travaillaient chez Toupneau, c'est-à-dire, je pense à Claude Lédé, qui était directeur général, je pense à Claude James qui s'occupait de l'entreprise. Moi c'est accessoire, mais surtout il a oublié de parler des employés, parce que sans eux, on ne serait pas arrivé à ce résultat. Alors l'entreprise avec lui a connu des difficultés. Pensez-vous qu'il s'était intéressé des clients traditionnels? L'entreprise a connu des difficultés, oui et non. Au départ, en 2014, il a fait un super bénéfice qui apparemment a été distribué, il n'a pas investi, je crois qu'il était de l'ordre de 2 millions d'euros, donc c'est quand même pas mal. 2015, encore du bénéfice, et c'est après que ça s'est dégradé. Et j'ai appris par mes clients, qui étaient notamment en Afrique, parce qu'il faut dire que l'entreprise de Toupneau est très atypique, était très atypique, avec 90% de chiffre d'affaires à l'exportation. Dans ces 90%, il y avait 80% grosso modo de clients africains, avec lesquels j'avais des liens assez affectifs. Et oui, je me suis rendu compte que ces clients-là n'étaient pas considérés. Ayant conservé ses contacts avec plusieurs d'entre eux, que vous ont-ils dit? D'abord, des contacts, c'est plus que des contacts, ce sont des amis. Ce n'est pas simplement avec eux que j'ai gardé des contacts, mais avec leur famille. Et que m'ont-ils dit? Ils m'ont dit qu'ils avaient du mal à approcher M. de Sartre et que les prix qui étaient proposés étaient assez fantaisistes. Donc, ils se sont ravitaillés de plus en plus chez nos concurrents, notamment au Brésil et en Argentine. Votre ancien responsable de l'usine vous a-t-il contacté par la suite pour vous faire part
de ces inquiétudes? Oui, beaucoup, parce qu'il était prévu, suite aux chiffres 2018 qui n'étaient pas très bons au niveau EBE, il était prévu en 2019 une production uniquement de 3500 tonnes, et ça m'a fait bondir, parce que c'est le tiers de ce qui était produit par Toupneau autrefois. Toupneau a produit toujours entre 8000 et un record à 12 000 tonnes. Voilà. Donc 3500 tonnes, c'était ridicule. La difficulté des marchés peut-elle expliquer le comportement de votre successeur? La difficulté des marchés. Qui n'a pas connu de marché difficile? D'abord, c'est de l'exportation. Je rappelle qu'en 2001, Toupneau a subi la crise de la vache folle, ce qui signifie que au 30 juin 2001, on avait perdu 70% de chiffre d'affaires. À la fin de 2001, on était remonté à moins 45%. Et l'année 2002 a été bénéficiaire. En 2005, il y a eu la suppression des subventions d'exploitation, d'exportation. Subventions d'exportation qui se représentaient à peu près 20% du prix. Imaginez-vous maintenant les agriculteurs qui ne bénéficient pas de produits de la PAC. Ce serait une crise majeure, déjà qu'elle est majeure. Donc vous voyez, on a subi ça, cette perte en 2005. En 2008, il y a eu les subprimes qui ont affecté les produits, les pays africains. Et surtout, la hausse des prix. Nous aussi, on a subi de hausse des prix. Voilà. Donc il n'est pas tout seul à avoir eu des problèmes, il y en a tout le temps. Quand on ne fait que de l'export, il y a des problèmes. L'entreprise était-elle calibrée pour la fabrication de volumes importants? Ah oui, tout à fait. On était, je crois, en France, l'entreprise la plus importante pour les volumes, ce type de volume, produit à base de viande bovine. Et avec la crise que connaît le monde d'aujourd'hui, pensez-vous que l'entreprise pourrait travailler à plein régime? Oui, je suis affirmatif. Je suis affirmatif parce qu'en dehors de la clientèle privée, en dehors des armées, voilà, on faisait des rations pour des banques alimentaires, d'une part, et il y avait des appels d'offres internationaux. Par exemple, on va reparler de l'UNRWA actuellement, qui est en ébullition, mais autrefois c'était géré par Vienne, et on a fait des volumes très très importants pour la Palestine, on a fait des volumes très importants pour la Yougoslavie, quand il y avait la Yougoslavie. Et chaque fois qu'il y avait un événement, on était présent et on était sollicité soit par l'ONU, soit par l'Europe. Et on pourrait l'être. Et actuellement, je suis certain qu'il y a des volumes importants à faire. On vous sent amer. Vous pensez toujours aux salariés qui sont restés sur le carreau et avec lesquels vous êtes toujours très proches? Alors, amer, c'est un euphémisme. Hein. Je suis très en colère. Oui, je suis très proche des employés. Pourquoi? Parce que quand nous avons connu des périodes de crise, ils ont toujours été là. On a fait du chômage technique aussi en 2001, après la vache folle. Ils ont toujours été là. On n'a pas eu de problème. Ensuite, quand il a fallu donner des coups de collier, quand l'activité a repris, qu'il y avait des contrats à honorer avec des dates impératives, parce qu'il fallait embarquer les marchandises avec de certaines dates, ils auraient toujours été là pour faire des heures supplémentaires, et le samedi, etc., etc. Je n'ai jamais eu à me plaindre d'eux. Donc je trouve qu'ils ont un traitement actuellement qui n'est pas digne. Êtes-vous toujours convaincu que la reconstruction de l'usine était envisageable et qu'attendez-vous des suites de cette affaire douloureuse? Envisageable. L'assurance a versé 18,2 millions. Il y aurait pu avoir un reversement complémentaire de 7,6 millions, un versement différé. Je pense qu'avec 25 millions, on peut reconstruire une usine, franchement, en comptant les frais de démolition, sans problème. Qu'attendez-vous des suites de l'affaire? Qu'est-ce que j'attends? Alors, pour l'usine, rien du tout. Pour les salariés, pour moi, c'est une infamie ce qui leur arrive. Et je pèse mes mots. Pour les salariés, j'attends qu'ils soient indemnisés convenablement. Ils ne méritent pas ce qui est arrivé. Le mot de la fin. J'avais noté une phrase de Churchill, parce que Rémi, monsieur de Sartre, arrive toujours avec le sourire. Maintenant, il arrive avec son petit béret, il est très sympathique hein, au vu de tout le monde. Il arrive avec le sourire. Et il y a une phrase de Churchill que j'ai relevée l'autre jour. Quand on doit tuer quelqu'un, autant le faire poliment. Et je pense que c'est ce qu'il fait actuellement.